Bonjour Madame Bow, c'est Initiative Diaspora 2012, une organisation de la diaspora qui vient de naître et qui a essentiellement pour objectif de porter la voix de la diaspora en ce qui concerne l'évolution politique et économique du Sénégal. Je voudrais vous remercier au nom de notre organisation d'avoir accepté de nous interviewer. Dans un premier temps, je voudrais avoir votre point de vue compte tenu de l'engagement dont le Sénégal vous connaît sur le plan politique, sur le plan social. J'aimerais que vous portiez un bref regard sur comment vous voyez l'évolution politique du Sénégal à 5 mois des élections présidentielles. D'abord, je vous remercie de me donner l'opportunité de parler à tous nos compatriotes qui sont dans la diaspora. J'ai l'habitude de venir aux États-Unis, invité par les organisations de la diaspora, souvent à New York, au moins 2 fois, pour parler de la situation du pays. Et ce que j'apprécie beaucoup dans votre initiative, vous êtes des jeunes cadres, basés dans la capitale fédérale des États-Unis, là où les décisions, je ne dis pas pour les États-Unis, mais pour le monde se prennent. Vous pouvez avoir une grande influence vu votre position sur les affaires du pays et aussi, comme le disait Chakanta, et je le pense très sincèrement, que le développement de l'Afrique, et particulièrement de notre pays, se fera aussi avec et principalement l'apport de la diaspora. Ce sont ces gens qui sont partis chercher le savoir, chercher la voie. Ce sont ces gens, par leur expérience, par un transfert de technologie, mais aussi en mobilisant des investissements qui pourront aider le Sénégal à vraiment atteindre ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire l'émergence. Pour répondre à votre question, notre pays est dans une situation d'effervescence, une grande ébullition depuis plusieurs semaines, ce qui n'est pas nouveau. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que nous sommes véritablement à la croisée des chemins. Le système qui a été mis en place depuis 1962 au moins, c'est ce système qui est à bout de souffle, qui est en phase terminale. À côté, il existe un besoin énorme de renouveler notre classe politique, de reconstruire notre espace politique et surtout de donner une nouvelle orientation à ce pays qui est devenu un pays exsangue avec énormément de difficultés sur le plan économique au moment où nous avons les ressources partout, c'est-à-dire les ressources humaines de qualité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser ces ressources humaines, les amener à prendre en charge ces besoins de transformation? Je pense que ça, c'est une réalité. Et la deuxième chose qui explique l'effervescence, nous avons un vieil opposant pendant plusieurs années qui s'est battu pour la démocratie, qui s'est illustré par son opposition au pouvoir, au parti-État incarné par le Parti socialiste, et qui est arrivé au pouvoir par une large coalition, dans un contexte d'émergence de la société civile, mais aussi de la presse indépendante, et vraiment un renforcement de notre démocratie. Mais malheureusement, cet opposant en qui tout le peuple sénégalais avait placé ses espoirs en 2000 n'a pas été à la hauteur pour répondre aux attentes des Sénégalais et incarner ce besoin de transformation. On s'est rendu compte qu'en fin de compte, c'est un homme qui appartient à une génération vraiment dépassée, qui est dans une
position surannée et qui, par faute, parce qu'il a été épuisé par cette longue opposition, n'a plus les ressources nécessaires pour faire face et qui s'appuie sur un clan, sur une famille, pour d'abord assurer une personnalisation à outrance du pouvoir, mais placer le népotisme au cœur du système et ainsi contribuer à défaire le système démocratique qu'on a mis beaucoup de temps. Donc, ce travail de déconstruction, comment arriver à enlever ce système sans trop de dégâts pour l'avenir politique du Sénégal, je crois que ça aussi c'est un problème qui interpelle toutes les consciences. Peut-être enfin, ou peut-être pas enfin, nous avons des cadres traditionnels. Ce que j'appelle des cadres, ce sont des structures sociales traditionnelles. Que ce soit les confréries religieuses particulièrement, qui ne sont plus en mesure de répondre aux mutations profondes, mais qui s'accrochent et qui contribuent à différer les véritables changements que nous avons. Et ce que j'estime positif peut-être, c'est que c'est tout le travail qui a été fait par la presse, la société civile, au moment où nous assistons aussi à un autre problème, c'est-à-dire l'essoufflement des partis politiques. Et c'est ce travail qui a été fait dans un contexte où l'émigration est devenue extrêmement difficile. Nous assistons à une autonomisation de la jeunesse et une repolitisation de la jeunesse incarnée par le mouvement Y en a marre. Et ce sont ces mutations profondes qui expliquent peut-être deux phases majeures de notre évolution démocratique. En 2008, les assises nationales. Et en juin 2011, le mouvement des forces vives des Enfin, je pourrais peut-être ajouter simplement que les citoyens très conscients de tous ces enjeux réfléchissent sur comment prendre en charge ces besoins de mutation, ces besoins de changement, le contexte, l'environnement national, international, et comment faire appliquer les conclusions des assises. Et il y a des expériences intéressantes en cours, parmi lesquelles je peux citer par exemple Benno Alternative 2012, qui essaie de créer la jonction entre les partis politiques et la société civile. Pas pour faire ce que le M23 est en train de faire, parce qu'on est tous dans le M23, mais pour construire l'alternative politique en termes d'hommes. Parce qu'en termes d'idées, l'alternative existe à travers les assises nationales, mais en termes d'hommes, d'équipe, qui va porter la transition, c'est ce travail que les gens sont en train de faire. Voilà, merci beaucoup. Je vais revenir un peu sur ce mouvement du 23 juin et aussi sur les assises nationales, parce que je sais que vous avez été largement impliqué dans les discussions, dans tout ce qui a été organisé autour des assises nationales depuis quelques années. Mais pour revenir sur ce besoin de changement dont vous avez parlé, et au regard du paysage politique que nous avons aujourd'hui au Sénégal, comment pensez-vous, quelle lecture faites-vous de ce paysage actuel que nous avons au Sénégal et de ce besoin de changement? Est-ce que vous pensez que dans ce que nous avons aujourd'hui dans le paysage politique, il y en a qui pourraient incarner ce besoin de changement pour amener le Sénégal sur une autre trajectoire? Moi, je pense que pour régler cette question qui est difficile pour tous les Sénégalais, il faut penser à la réponse, pas en termes d'individualité, mais en termes de système à construire, en termes d'alternatives bien solides. Et c'est là où je rejoins absolument la vision du président Obama, qui consiste à dire qu'il ne faut pas travailler sur le leadership. Je me souviens, il y a quelques années,
à Accra avec le grand political scientist Lali Diamond qui avait organisé cette conférence et le département d'État. Nous en avions largement discuté. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire que ce sont des hommes qui vont porter les changements. Effectivement, il faut un leadership pour incarner ces changements. Mais ce sont des institutions qui font bâtir. Si les institutions sont solides, quels que soient les hommes qui seront promus, ils seront obligés d'être contrôlés, d'être limités par les institutions. C'est ça qu'il faut bâtir. Et à partir du moment où on a bâti des institutions solides, le choix des hommes ne sera pas difficile. C'est ce qu'on a essayé de faire dans les institutions, qui ont été couronnées par la charte de gouvernance démocratique, mais aussi par un rapport de près de 300 pages sur les réformes à faire.